Dans la tête d'un coureur live, l'Ironman de Nice. Salut à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier de Dans la tête d'un coureur, en immersion dans l'univers du triathlon pour fêter un événement mythique, les 20 ans de l'Ironman de Nice. Pour cet épisode, ce n'est pas Guillaume qui vous accompagne, mais bien moi, Valentin, du podcast Dans la tête d'un cycliste. Et je peux vous dire que je suis très heureux de vous proposer cet épisode en tant que passionné de triathlon. Aujourd'hui, nous allons parler de dépassement de soi, de progression, de transition du format half au format full, mais aussi performance de très haut niveau sur le circuit 73. J'ai la chance de recevoir deux invités, deux visions du triathlon avec un seul objectif commun, comprendre ce qui pousse les athlètes à aller toujours plus loin. Et pour débuter cet épisode spécial Ironman de Nice, on va le voir, elle a sa médaille en face de moi. Je reçois une athlète qui incarne à merveille la notion de progression. Il y a un an à peine, elle prenait le départ de son premier 73 et hier, elle a coché une case en tant que triathlète que chaque triathlète rêve de valider un jour, son premier full Ironman ici à Nice. Alix Noblat, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Hier soir, j'étais avec toi sur la finish line, tu nous en parleras un petit peu, mais avant un petit malaise, est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, tu as envie de reprendre un dossard justement pour faire encore un Ironman ? Bah forcément, on va en parler, mais j'ai vécu de très belles et de très fortes émotions, autant dans le up que dans le down, et évidemment que j'ai envie de re-signer pour un Ironman. On a souvent l'habitude de dire, en plus Dans la tête d'un coureur, que tu vois, quand on finit un marathon, il y a souvent cette notion de « je ne ferai plus de marathon ». Moi, j'avais ce mythe aussi de l'Ironman, de « je ne ferai plus d'Ironman ». Qu'est-ce qui fait que toi, là, pour introduire ce podcast, tu me dis « forcément, oui, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'aller me retester face à cette distance ». Je pense que c'est la magie du sport et de ce sport aussi particulièrement et de cette course d'autant plus. Je suis passée par toutes les phases, mais j'ai toujours cette envie à mon niveau de progresser. Et donc là, je pense que ça va pas être difficile d'aller chercher un meilleur temps. Et je suis un peu compétitrice avec moi-même. Je suis allée chercher, comme je disais, je suis allée chercher cette médaille au fin fond de l'enfer, de mon enfer personnel, sur la course à pied, mais voilà, pas au point de me dégoûter. J'aime trop le sport et l'aventure, les émotions que ça me procure, donc évidemment que je suis jamais dans une phase de je n'y retournerai plus jamais, quoi. Ok, on va essayer de comprendre tout ça. Tu nous parles d'un fameux enfer, on voit que tu as cette notion, tu as envie d'y retourner. Et pour rappel, un triathlon, on parle quand même de trois sports, la natation, le vélo, la course à pied. Et là, tu nous dis que c'est vraiment sur la partie course à pied que tu as vécu un enfer. Donc on va essayer d'aller chercher ça plutôt dans la suite de l'épisode. Je voulais revenir avec toi sur tes débuts en triathlon. J'ai envie de dire que tu es un peu le persona typique du label Ironman. Tu as fait tes débuts l'année dernière sur le format 73. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est assis ensemble et que tu as commencé ce sport et que tu as voulu découvrir un petit peu l'aventure triathlon et l'aventure même Ironman ? Moi, je viens du trail. Plus particulièrement, les aventures que je préfère en trail, c'est les ultras. Donc, aux alentours de 100 km, parce que voilà, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup comme on disait, beaucoup d'émotions, de ressentis. Et le 70.3, j'ai vécu une course exceptionnelle de A à Z. Je suis venue vraiment, j'aime dire au talent pour rigoler, mais voilà, j'aime toucher à tout en fait et être juste prête à me challenger, peu importe ce qu'on me propose comme aventure ou comme compétition. C'est ce qui s'est passé sur le 70.3 l'année dernière. J'étais agréablement surprise de prendre autant de plaisir. Et je suis restée un peu sur ma faim finalement. Et j'étais là, bon, la suite c'est quoi ? Et j'ai fait les choses dans l'ordre déjà. C'est-à-dire qu'en faisant le débrief de ma course, je me suis dit, ok, là j'ai passé un bon moment, mais on parle pour le futur peut-être d'un Ironman. Il va me falloir de la structure de mon entraînement, il va me falloir une préparation. Et donc là, j'ai fait appel à un coach, j'ai fait les choses correctement. J'ai progressé. J'ai remarqué sur d'autres courses et d'autres challenges que je me suis donné cette année en trail, par exemple, que j'ai progressé grâce à une préparation de triathlon. Ok. Et je me suis fait vraiment plaisir dans ma prépa.
Là, c'était censé, et c'est finalement, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, je l'ai pas, je dirais pas que je l'ai pas vécu comme je voulais parce que c'était quand même très riche, mais voilà, j'ai pas fait le temps que je voulais et c'est que partie remise en fait. Oui, je me rappelle très bien encore l'année dernière, on avait eu l'occasion d'échanger dans un autre cadre aussi sur un podcast et je me rappelle de ta finish line où tu es toute contente, toute joyeuse et c'est vrai qu'on va essayer de revenir dessus sur un Ironman, il y a d'autres émotions qui arrivent, mais réellement quand on vient de l'univers du trail, tu le dis aujourd'hui, tu progresses et tu vois que vraiment l'aspect triathlon te permet de te progresser sur la partie trail. Pourquoi tu as voulu vraiment aller chercher ce challenge, cette introspection? Est-ce que tu avais peur un petit peu de ce sport avant de l'aborder? Bah, j'avais clairement peur. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on banalise vachement les longues distances. Je le vois très bien déjà, moi, dans ma discipline de base. Mais en triathlon, je sais pas, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais je pense que le triathlon, déjà, au niveau logistique, c'est beaucoup plus exigeant. Au niveau du planning, moi, j'ai pas un travail conventionnel, on va dire, entre guillemets. J'ai pas des horaires de bureau, mais ceux qui ont un travail de 9h, 19h et qui s'envoient des volumes d'entraînement pour préparer un Ironman, mais ils ont tout mon respect parce que c'est intense, quoi. C'est intense. Et cette intensité, je pense qu'elle se communique un petit peu à travers ce sport et effectivement, ouais, ça me faisait peur. C'est bizarre parce que je vois, autant en trail, en ultra, je le vois comme une aventure, etc. Et là, je le voyais plutôt comme un challenge vraiment sportif. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, il faut que j'arrive avec toutes les clés en main. Et puis, j'ai commencé une petite prépa natation, vélo et course à pied pour y arriver, quoi. Je suis persuadé que avec ton partage, avec en plus le partage plus que ce podcast qu'on fait ensemble, mais quotidien sur les réseaux sociaux, ça donne des vocations. Il y a des gens aussi comme toi qui ont envie de se lancer sur le triathlon, sur différentes distances. On le rappelle, ça vient vraiment du XS pour commencer jusqu'au full Ironman. Et on voit que tu as vraiment cette notion, où je reviens sur une notion que tu viens de me donner, c'est d'avoir toutes les clés en main. Toi, comment tu abordes tout ça quand tu nous parles de coaching? Si demain tu devrais recommencer un petit peu cette aventure, comment on se lance dans le triathlon? C'est quoi un petit peu les inconnus que Alix avait il y a quelques mois, quelques années avant de découvrir ce sport? Au niveau déjà au niveau de l'inconnu, c'est juste la logistique, quoi. Se dire, OK, il faut que je fasse de la natation. Au début, ça va. Au début de la préparation, moi, je partais de zéro, donc c'était OK. Et en face où le volume d'entraînement, d'un coup, il augmente, c'est là que tu dis, OK, comment je vais faire pour caser tout ça dans ma semaine? Le volume d'entraînement m'a fait un peu peur au début. Et puis finalement, en fait, je voyais que mon corps l'encaissait bien parce que j'ai respecté une progression. J'ai respecté aussi mon corps, je suis méga à l'écoute en fonction, on en parlera, mais en fonction de mon cycle, en fonction de mon ressenti aussi. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant énergivore. Ok. C'est-à-dire que déjà, je suis une bonne vivante de base, mais on en parlait en off tout à l'heure, c'est que le vélo, par exemple, je prends l'exemple du vélo. Je prends l'exemple aussi on va commencer par la natation. Je prends l'exemple de la natation. Les premières fois, je sortais de 30 minutes de natation, lessivée. Et je me suis dit, OK, comment je vais faire pour potentiellement nager 1h30, quoi. 3800 mètres de natation. En fait, au début, ça m'a effrayée. Chaque entraînement, j'étais effrayée. Me dire, j'ai beaucoup d'entraînements où je me suis dit, comment je vais faire. Et en fait, juste, il faut respecter le plan, faire confiance à son coach aussi. Et puis après, par la suite, je pense que fin de prépa. Mais mon évolution, je l'ai vue vraiment là, il y a 1 mois de mon Ironman. Ok. Sur un petit relais qu'on faisait en trail avec des amis, où j'ai vu que j'ai amélioré mes temps de 45 minutes par rapport aux prédictions que je faisais. Moi, j'ai quand même beaucoup enchaîné cette année aussi, donc je vois que ma prépa m'a énormément aidée, mais au début, j'ai eu du mal à me dire on va dans le bon sens, quoi. Parce que de l'intensité, des séances de fractionnés, j'ai raté beaucoup de séances de fractionnés. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes, et puis le lendemain, je devais aller rouler, et puis ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est pour ça que derrière, il faut faire quand même attention à bien récupérer aussi. Voilà, et faut faire confiance. Confiance. C'est dur au début, mais on a l'impression de stagner, mais finalement, ça... En tout cas, moi, j'ai vu que ça a payé, même si j'ai pas fait l'Ironman que je voulais.
ça a payé. Et je suis super contente déjà pour ça. Ouais, j'imagine. Franchement, on voit que le chemin, il est effectué. On te retrouve une nouvelle fois du côté de Nice. C'est souvent dans le format half que naît l'envie de faire un full. Mais finalement, c'est quand que cette notion d'engagement, d'aller sur ce format full distance, elle vient. C'est dès que tu passes cette finish line du half et que tu vis l'expérience de la ligne d'arrivée et que tu n'entends pas ce « Alix, you are an Ironman » et tu te dis « je veux ça l'année prochaine ». C'est quoi la progression? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore là, du côté de Nice, tu es venu sur ce format Ironman et tu es venu te dépasser, te surpasser et faire de l'introspection sur toute cette course? Je pense que c'est le temps horaire de course. J'ai pas habitué à faire des courses si courtes, entre guillemets. Et il y a cette chose en moi qui aime toujours me challenger. Donc effectivement, quand tu passes à une course incroyable, là je pense au half, je passe et je me dis, comme je te disais, c'est quand la prochaine, j'en veux plus en fait. J'en veux plus. Alors par contre, tu vois, c'est ok Ironman, mais j'irai pas faire un DK Ironman. Comme je vois là, je suis pas trop dans ce culte de toujours plus la course au plus gros challenge. Je me suis challengée maintenant je veux améliorer mon temps. Effectivement, j'en parlais avec Marine Leleu, c'est que après un Ironman, c'est quoi l'après? Et finalement, c'est ça. L'après Ironman, c'est continuer une prépa et essayer d'améliorer son temps et ses sensations. Mais ça s'est fait très vite. Comme on disait, à la finish line, j'en voulais direct toujours plus, quoi. Et puis même là, je me suis dit, ok, en fait, je pourrais pas. Si, c'est toujours possible de faire pire. Mais je peux... Là, plutôt, j'ai envie de me dire, je peux m'améliorer. Et avant de revenir dans l'intérieur de la course, j'ai envie de faire comprendre aux auditeurs ce que tu as ressenti tout au long de cette course, mais vraiment tout au long de la journée, parce qu'on ne réalise pas, on part le matin à 7h30, le jour se lève et tu finis, il fait nuit, la chaleur était encore présente, on reviendra là-dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui, sans parler de la course, vraiment revenir sur le lifestyle du triathlète, du multisportif, est-ce que tu as découvert en cette notion, comme tu dis, c'est un peu la difficulté, c'est la logistique. Aujourd'hui, est-ce que tu adores cette notion de pratiquer différents sports tous les jours par rapport à ce que tu pouvais retrouver par exemple avant en course à pied? Et si demain tu ne prends pas le départ de triathlon, est-ce que c'est quelque chose que tu vas, on va dire, intégrer dans ta vie personnelle, d'aller faire un peu de vélo par-ci par-là, ou alors c'est vraiment dans une prépa spécifique parce que tu veux faire du triathlon? Déjà, j'avais une certaine routine en course à pied qui commençait à me lasser un petit peu. Enfin, en course à pied, je fais plus du trail que vraiment de la course à pied. J'ai jamais fait de séance de fractionné, des choses comme ça. Mais en fait, je me levais le matin et c'était une nouvelle chose, un nouveau sport. Et déjà, la diversité, j'ai adoré ça. Et je pouvais aussi choisir le sport que j'avais envie de pratiquer en fonction de mes sensations. Un jour où je me sens pas bien, un peu dans cette phase inflammatoire, etc., un peu à côté de mes pompes, j'allais nager, je me sentais bien. Je me sentais bien dans l'eau, tu sens pas le poids de ton corps, tu as l'impression d'être... Voilà, quand tu sais bien nager et que tu maîtrises les bases. Les jours où j'avais vraiment mal à cause des impacts, j'allais rouler en vélo, faire tourner les jambes. Je suis vraiment, comme on dit au Québec, là, je suis tombée en amour vraiment pour le fractionner sur le vélo. Ok. Vraiment, j'ai adoré le home trainer. Bon, par contre, les séances de 4 heures sur le home trainer quand il pleut, 4 à 6 heures, là, c'était horrible. Mais par contre, le fractionner sur le vélo, j'adore ça. Vraiment, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à bien travailler mon foncier, on va dire, en sorte. Et moi, j'ai un peu toujours du mal à être rapide à plat en course à pied. Mais vu qu'il n'y en avait pas tous les jours de la course à pied, en fait, quand je me présentais à ma séance, c'était OK, quoi. J'étais cool avec ça. Et c'est une certitude que je vais garder ça en fait dans ma pratique du trail, parce que cette préparation, elle m'a prouvé que je pouvais que je pouvais progresser en trail sans être là à me tuer, à me dire allez, aujourd'hui 10 heures dans la montagne, machin et tout. Alors par contre, j'ai un peu perdu en technicité en descente, en lecture de terrain, mais ça va revenir. Donc non, c'est une certitude que je vais garder ça, ouais. On voit qu'il y a vraiment cette notion, comme tu le disais, inflammatoire, donc sur le corps, tu as l'air d'être
très très connecté quand même à tes sensations, mais aussi à l'aspect, ce que je ressens dans ce que tu nous dis, vraiment l'aspect mental. Donc c'est vraiment la force, j'ai envie de dire, de l'entraînement croisé. J'ai envie de revenir sur cette course, vraiment cet Ironman que tu as vécu il y a quelques heures. Je te connais aussi un petit peu à côté, et là c'est vrai que on va en parler, et je vois que l'Ironman a son impact. Je te trouve très calme aujourd'hui, et c'est tout à fait OK. Et justement, j'ai envie de comprendre et d'amener les auditeurs, mais du tout début. Tu nous parlais de la logistique qui fait peur, tu nous parlais de la natation qui effraie aussi beaucoup de néo-triathlètes. Le matin, tu te réveilles, Alix, il se passe quoi dans ta tête? C'est quoi l'ambiance un petit peu au départ de cet Ironman? En plus, c'était les 20 ans. Est-ce qu'il y a cette petite notion de mythe? Est-ce que tu peux nous emmener avec toi sur ce départ de natation? Déjà, je me lève le matin, je suis comme une gosse qui va à Disney. J'ai trop envie d'y aller, trop envie de prendre le départ. J'arrive pour mettre mes trucs au parc à vélo. Je panique. Je n'arrive pas à gonfler mes pneus parce qu'en fait, finalement, je sens que je suis stressée. Et là, je souffle et je me dis, mais pourquoi tu es stressée? Et effectivement, en fait, c'est quand je vois le chemin que j'ai parcouru, toutes les intentions que j'ai mis dans tous mes trainings. Et là, je me dis, OK, si c'est matériel et que ça va pas, ça m'embêterait, quoi, tu vois. Bon, finalement, on me vient en aide. Tout va bien. Je ne savais même pas à combien de barres gonfler mes pneus. Ah oui, mais en fait, il faut les dégonfler parce qu'ils risquent d'exploser. OK, très bien. Plein de trucs à prendre en compte. Bref, je me présente à la natte et il faut savoir que pour moi, la natte, c'est très compliqué. Okay. Surtout en mer, en eau libre. En fait, bon, je me semble que j'en ai déjà parlé, mais voilà, ma petite sœur a mis fin à ses jours. Ça va faire 5 ans en août. Et suite à ça, en fait, j'ai eu un choc post-traumatique qui a fait que j'ai 2 terreurs, le vide et dans l'eau. Okay. J'ai eu pas totalement un accident de plongée, mais voilà, j'ai paniqué à 30 mètres de profondeur lors d'une plongée en faisant une narcose. Bon, pour les pros, en gros, narcose, c'est quand tu crois que tu es un peu ivre. J'avais plus ces notions-là, en fait. Moi, j'ai juste paniqué. On a dû me remonter d'urgence. J'ai fait du caisson. Enfin bref, c'était intense. Suite à ça, j'ai essayé de me reconnecter avec mes sensations et j'ai fait appel en fait à une préparatrice mentale. Pour tout ça, bon, pour la phase de deuil, pour la phase de compétition dans ma pratique, pour une pratique saine, et j'ai fait appel à elle dernièrement pour la natation parce que c'est quelque chose qui m'angoissait. Autant, alors il faut savoir que le 70.3 ça m'avait vraiment baptisé parce que je suis rentrée dans l'eau, je me suis pris un dégommage d'entrée, coup de pied dans la tête, alors plus de lunettes, bois à la tasse, brasse, c'était intense. À la sortie pareil, donc le pendant de la natte c'était relativement bien passé, mais en rentrant et en sortant de l'eau compliqué, donc là j'étais en panique. Je me suis dit ok, peut-être quelqu'un arrive à mettre la tête sous l'eau, machin, j'ai pas réussi à respirer. Bref, j'ai fait de la prépa. Et la natation, je rentre dans l'eau, évidemment le palpitant, le cœur à me sortir par la bouche. Je rentre dans l'eau et là je mets en place les clés que ma préparatrice mentale m'a données. Alors souvent on me demande pourquoi, je pense que c'est important de l'aborder aussi, on me dit pourquoi tu n'es pas allé voir un psychologue et que tu fais plutôt appel à une préparatrice mentale pour le deuil et tout ce qui l'englobe, pour ce choc un peu post-traumatique. Ma réponse est tout simplement parce qu'avec un psychologue, j'ai l'impression d'être écoutée, juste ça. Je repartais, ok, j'ai juste lâché mon truc. Avec ma préparatrice mentale, Anne Fournier, en fait, je repars avec des clés que je peux mettre en place, des cas pratiques qu'on fait en séance, que je peux remettre en situation, imagerie mentale, sensations. C'est pour ça que je suis très connectée à mon corps. Et là, je rentre dans l'eau, et du moment où je rentre dans l'eau, je me sens bien. Je me sens bien, et là, je répète juste ce qu'elle me dit. Et ce que je dois me dire, juste en compte. Parce qu'en fait, j'avais peur que le temps soit très long, que je m'ennuie, que je perde patience, que je fasse des gestes parasites, etc. Et là, en fait, je me suis fait confiance, j'ai fait confiance en ma prépa mentale, et c'est allé nickel, quoi. J'avais pas peur des autres, et si je sentais que les autres à côté étaient trop brusques, c'est pas grave. Je me décalais, je prenais mon temps. Et j'ai fait une natte dont j'aurais jamais rêvé. Dans ma tête, je me dis, ok, 1,30, faut que je sorte de l'eau, 1,30, 1,35, allez. Puis je sors en 1,16 ou 1,17.
Et je regarde ma montre, je dis c'est pas possible. Et en fait, juste voilà, je me suis fait confiance. Et dans l'eau, je sentais que j'étais bien au point de. Je pensais que j'allais nager en 2 temps. Et finalement, j'ai nagé en 3 temps, tellement je respirais doucement et que j'étais zen avec moi-même. Et ça, je le dois à moi, mais je le dois aussi à tout ce qu'on a fait avec Anne, quoi. Bah, c'est touchant et c'est impactant aussi d'un point de vue sportif ce que tu nous partages parce que on voit que, comme tu le dis, il y a quelque chose de très fort qui est arrivé dans ta vie et qui a cet impact. Et malgré tout, on peut aussi faire le parallèle avec pas mal d'athlètes quand même qui paniquent, qui ont du mal sur cette notion de natation, même certains qui rêveraient un jour de faire un triathlon et qui bloquent sur cette partie-là. Et finalement, ce que tu nous partages, c'est quand même que la tête va guider le corps. Toi, est-ce que tu as une notion, est-ce que tu peux nous partager une notion un petit peu de timing? J'imagine que c'est quand même assez personnel, mais combien de temps tu as mis à vraiment essayer d'aller chercher cette liberté d'esprit et de vivre une natation comme tu viens de le vivre sur ton premier Ironman? Alors moi, il faut que je travaille avec ma prépa mentale depuis, ça a fait 1 an, sur divers sujets, mais maintenant qu'elle me connaît très bien, on fait une séance d'1h30 et après, je fais 2-3 séances pour essayer de mettre les tips en place. C'est venu assez vite. Parce que maintenant, quand elle sait comment travailler avec moi, donc ça vient vite. Mais tout le travail de fond, déjà, pour maîtriser en fait ces problèmes post-traumatiques, parce que j'en parlais, ça m'arrive aussi avec le vide. C'est-à-dire que je peux être à 1m50 du sol et paniquer. Ah ouais. Et cas réel. Une fois, je me balade, je monte sur un rocher, je ne pouvais pas descendre. Et ouais, j'ai dû sauter dans les bras de Mathieu, c'était assez épique. Je me dis, ok, finalement c'est drôle, mais sur le coup, j'ai cru crever, quoi. C'est pour ça que je comprends les gens aussi qui font des crises de panique. Mais la tête, la tête, ça se gère. Le mental, ça se gère et il faut apprendre à le gérer. Et je vois aussi les progrès que j'ai fait, même dans mon quotidien. Je suis beaucoup moins impulsif, je suis beaucoup moins dans l'hypersensibilité. J'enlève pas ce trait de caractère, hein, ma grande gueule et compagnie, mais je le modère parce que ça peut porter défaut aussi, ça peut porter préjudice. Donc ouais, il n'y a pas de délai. Ouais. C'est que chacun, faut que chacun teste et ça peut être plus ou moins long pour certaines personnes. Et moi, je vois que ça a incroyablement marché. Et je comprends qu'il n'y ait pas de délai et on va aller sur le vélo juste après, essayer de comprendre tout ça. Mais je voulais juste faire encore un focus là-dessus parce que ça me semble vraiment important. Toi, l'évolution que tu as eue personnellement, et je pense que ça peut servir à de nombreuses personnes. Cette notion vraiment de relâchement, tu vois, la préparation mentale, comme tu le dis, de ton côté, tu es un petit peu moins impulsif maintenant dans ton quotidien, alors qu'on parle de préparer un Ironman. Est-ce que finalement, si tu n'avais pas la notion sport, préparation Ironman, tu penses que tu aurais poussé ces sujets aussi loin pour être, on va dire, plus apaisé dans ton quotidien de personne? Dû à mon histoire, oui, parce que j'ai quand même vécu un drame familial. Et c'est vrai, il n'y a pas que dans le sport. Il y a le sport qui m'a aidé à faire mon deuil. Mais finalement, le sport m'a énormément aidé. Et la course à pied, de toute façon, c'est la première chose que j'ai fait. Hein, quand j'ai appris le décès de ma petite sœur, j'étais dans ma box de CrossFit. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est sortir de là et faire un truc qui me rendait inconfortable au possible pour me sentir vivant. C'est très bizarre. Mais plus tu ressens de choses, plus tu veux te sentir vivant. Après, on vit chacun nos émotions et nos deuils différemment, que ce soit et nos breakdowns mentaux. Hein, je veux dire, que ce soit une séparation, un décès. Ça peut être différent le choc peut être différent pour chacun, le ressenti aussi. Mais le sport, évidemment que ça m'a aidé. Et moi, je le vois par exemple avec ma maman, qui, quand ma sœur est décédée, prenait des médicaments, des antidépresseurs. Et ça fait quasiment un peu plus d'1 an qu'elle a tout arrêté parce qu'elle s'est remise à la course à pied, à son niveau, elle trottine. Et puis là, on a fait ensemble cette année notre premier marathon, toutes les deux. Et c'était incroyable de voir ce que le sport lui a apporté aussi. Donc voilà, ça peut aider lors de drames, ça peut aider pour des pathologies, ça peut rendre en meilleure santé. Il faut arrêter de voir le sport. Et puis, je veux vraiment mettre l'accent aussi. Faut pas faire du sport, c'est pas se mettre dans un état minable, quoi. Faire du sport pour une personne déjà qui est sédentaire, qui est tout le temps dans son canapé ou qui a un boulot derrière son bureau qui bouge pas,
juste en fait aller marcher, aller s'activer, tout ça, ça peut être... c'est aussi ça le sport en fait, c'est bouger. Moi je suis pas trop dans la culture du no pain no gain, là, faut arrêter, faut pas se massacrer à toutes les séances. Moi, j'ai vu des gens jamais évoluer avant que j'étais dans le crossfit, jamais évolué en crossfit parce que toutes les séances c'était no pain no gain, no pain no gain, et en fait je les vois là, je vois un peu des stories des anciennes box dans lesquelles je travaillais, ils sont toujours au même niveau parce que no pain no gain, mais parce que ton corps récupère jamais. Ils sont cassés de tous les côtés. Le crossfit casse les gens. Non, en fait, les gens s'auto-cassent parce qu'ils ne respectent rien. Il faut un peu les freiner, mais ils n'osent pas. Bref. Donc, ouais, moi, je suis plutôt dans... On y va petit à petit. Vraiment. Si tu n'as jamais couru, ça sert à rien de te dire « Allez, aujourd'hui, je vais courir 1 heure ». Il n'y a rien de pire pour te dégoûter de la course à pied en allant courir 1 heure. Moi, je me souviens très bien, mon premier jog avec Mathieu, c'était 20 minutes. 20 minutes, j'étais au bout de ma vie déjà. 20 minutes. Donc, on peut commencer plus petit. Si tu n'as jamais couru, va courir 5 minutes, 10, 15, et puis tu vas finir par y prendre goût, c'est sûr et certain, parce qu'après, tout ce que ça nous procure comme sensation, voilà. C'est pas que du mal. Puis souvent, les gens, on leur pose la question. Alors, tu as commencé la course à pied. Pourquoi tu n'aimes pas la course à pied ? Ouais, une fois, je suis allée courir avec mon pote 1 heure. Bah non, en fait. c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais voilà. Puis, il faut trouver aussi le sport qui nous convient. Il y a énormément de choses à faire pour bouger. Et voilà, donc je suis persuadée que le sport peut aider pour la santé mentale. Et quand je parle de santé mentale, ça englobe plein de trucs. Ouais. Des chocs post-traumatiques, des maladies, des pathologies. Voilà. Et tu parles de progressivité, d'envie d'aller à l'extérieur, de voir des beaux paysages. Et là, tu as sélectionné Nice 2 fois sur ton calendrier pour faire ton premier 73, puis ensuite ton premier full Ironman. C'est des parcours qui sont magnifiques. Cette notion de progressivité, je me dis, voilà, quand même 180 km de vélo. Tu n'as pas choisi non plus le parcours vélo le plus facile avec le dénivelé positif. Comment il se passe un petit peu ce parcours vélo sur ce full Ironman que tu as réalisé ? Écoute, il se passe en hypergestion. Okay. C'est-à-dire que je pars, je dois rouler... Alors, quand je dis je dois rouler, je dois prendre 80 grammes de glucides à l'heure, tout passe, donc même voire plus. J'ai fait les premières heures quasiment à 100 grammes. J'ai aucun trouble digestif, je bois bien, je pense à m'arroser, je suis hyper lucide. Je prends vraiment mon temps dans les petites cols, dans les petits montées, parce que je sais que c'est pas mon fort et que je dois pas mettre de l'énergie là-dedans. Je dois mettre de l'énergie dans les forces que j'ai, donc les replats. Tout ce qui est plus plat, voilà, faux plat montant où je peux mettre de la puissance. Et j'ai fait la course que je voulais. Franchement, j'étais trop contente. Mais effectivement, il y a eu des signes avant-coureurs de petits coups de chaud. Alors que j'ai super bien bu. Je me suis vraiment très bien hydratée. J'ai très bien mangé. Je pense qu'une petite peut-être casquette sous le casque, même si c'est pas le plus girly, aurait pas été une mince, enfin aurait été pas de trop. J'ai pris chaud à la tronche. Ouais. Franchement, la chaleur, déjà que l'Ironman est très compliqué, on le voit avec différentes images. On en parlait aussi en off de toutes les situations qu'on a pu voir respectivement sur la promenade des Anglais sur la course à pied. C'est vrai que la chaleur a rajouté un élément très compliqué à ça. Et justement, tu arrives en transition numéro 2, donc pour les auditeurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas spécialement le triathlon, vraiment le passage du vélo à la course à pied qui est très particulier dans cette pratique du triathlon. Comment tu le vis à l'intérieur de ton corps ? Et c'est assez rigolo pour moi parce qu'on en a déjà parlé, donc je sais déjà ce que tu vas me répondre. Et les auditeurs, là, ils disent qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Est-ce qu'elle est partie ? C'est une coureuse ? Tu viens de là ? Tu vois, ce marathon, tu le connais, tu l'as potentiellement déjà pratiqué en plus en faisant des distances qui sont 2 fois plus grandes. Comment tu le vis sur cette promenade des Anglais qui est finalement très plate ? J'ai réussi, pour la petite année, j'ai réussi à voir quand même qu'il y avait il y a un petit peu de dénivelé. Ouais, il y a un petit peu de dénivelé, je te l'accorde. Quand tu es dans le mal, tu vois très bien les montées et les descentes, je même pour 1 mètre près. En fait, j'arrive sur déjà dans la descente, je commençais à avoir mal à la tête. Parce que pour revenir juste 30 secondes sur le vélo, c'est qu'en fait, on n'a pas la sensation à 200% de canicule, de sensation d'étouffement. Vu que tu es en mouvement, tu te dis, en descente et tout, un peu de vent frais. Tu t'es pris le cagnard à midi, entre en plus les meilleures heures, sur la tête pendant tout le vélo. J'arrive sur le replat de Nice et là, je dis, ouf, il fait chaud.
Je fais une prom tranquille, je fais dérouler mes jambes et tout. Je descends du vélo. Et là, en fait, je prends un mur. Je dis ok, j'ai mal nulle part, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cette sensation de, tu sais, quand tu mets la clé dans la voiture et que ça fait tu, mais ça ne démarre jamais. Donc déjà, je rentre dans cette... Et je dis, c'est pas grave. Tu descends de ton vélo, c'est normal. Attends, tu viens de te taper 170 bornes, la natation avant, c'est OK. Et je m'envoie du positif à foison. Et je fais un peu la maline, je trottine. Enfin, j'ai l'impression de trottiner. Je double des gars qui étaient comme moi au bout de leur vie. On était tous dans le même état à la sortie du bike. Et puis là, je cours dans la zone de transition. Et là, je me dis, waouh, l'impression de rentrer dans un sauna. Au niveau cardio, j'étais bien, ça montait pas. Et là, je sens que ça chauffe. Ok, c'est normal, je pose mon vélo. Déjà, je sens que je tremble, je galère à mettre mon vélo sur le rack. Je dis ok, très bien. J'accueille, comme on dit. Je me pose sur une chaise. Déjà, puis je vois les autres aussi. Ça m'a fait aussi mal à la tronche, c'est de voir l'état des autres. Je voyais sur leur visage, et puis on était tous pareils. Je dis, si eux sont comme ça, moi je dois être la même tronche. J'arrive quand même à être lucide, je fais mes lacets, je prends mon temps, je mange, je m'hydrate. Je pars avec ma bouteille d'eau à la main. Et là, je te dis, j'étais au rupteur, quoi. J'ai essayé. J'ai vraiment mis toute mon âme à essayer de me lancer. Et puis, j'y vais parce que les cris des gens, les encouragements, les regards, les gens, ils voient comme moi. Je vois dans leurs yeux que je vais pas bien. En plus de ça. Je vois, tu sais, ils me sourient, mais ils me sourient comme ça, là. Genre, pauvre Alix, quand je voyais dans leurs yeux, pauvre Alix, j'essaye. Il y avait rien. Et tout le monde me dit, t'as mangé? Mais oui, j'ai super bien mangé. Ma stratégie de nutrition, je pouvais pas aller au-dessus. J'ai tout essayé en gut training, parce qu'on m'a dit, ouais, c'était peut-être pas assez, 80 à 100 grammes. J'ai essayé déjà plus. Au-dessus, c'est trouble digestif pour moi, donc non merci. Hydratation, nickel, tout était super, aucun trouble, rien, aucune douleur dans les jambes. Je sors du bike, mes jambes ne tirent même pas. C'est juste au niveau du fuel, de l'énergie, je sais pas, j'avais rien à donner, quoi. Et là, je me suis dit, ok, là, je rentre dans un combat, quoi. Et comment tu vas au bout? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette médaille autour du cou? Tu passes... Moi, je te vois en plus passer par différentes émotions. À un moment donné, on t'encourage. Tu as le smile. À un moment donné, je vois que pas longtemps avant, tu avais les larmes aux yeux. Comment tu fais pour arriver jusqu'à cette finish line et avoir cette médaille aujourd'hui autour du cou? Alors déjà, à aucun moment, je me suis dit, mes clignots, on abandonne. Le seul truc qui me faisait peur, c'est la barrière horaire. Parce que je dis, si je marche là pendant 42 bornes... une belle rando. Ouais, voilà, je suis prête pour la compétition de marche nordique, c'est OK avec ça, prochaine challenge. Mais ça va être... Je n'ai pas cette notion de ça va être très long. Oui, tu te le dis, ouais, ça va être long, mais c'est OK. Tant que j'arrivais... En fait, là, je priais pour continuer d'arriver à marcher surtout. Parce que je me suis dit, OK, t'as pas de fuel pour courir. Alors, j'essayais de faire des petites relances. Dès que les gens ils me challengeaient, allez, Lix, petite relance, je me relançais, et puis 20 mètres plus loin... Je me relançais juste pour les gens. Et c'était terrible. J'essayais. Puis là, tu te poses... La seule question que je me disais, c'est OK. Et puis je posais la question à tout le monde, aux arbitres. Est-ce que vous pensez que c'est bon, même si je marche et tout? Puis là, en marchant, à un moment donné, j'ai eu vraiment un très, très gros doute quand j'interpelle justement l'arbitre. C'est qu'en fait, j'arrivais même plus à marcher. En fait, j'arrivais à marcher à 8,50. Donc je me dis, c'est OK. Je marche, ça va, c'est une marche rapide. À mon rythme. Mais quand je voyais 9, 9,50, 10, 10, 30, là je me dis, ok, même en marche, tu commences à crever en fait. Et j'ai essayé de donner du rythme avec mes bras, non, mais les dégaines. Et puis même moi, je rigolais parce que des fois je me souriais parce que je me dis, mais regarde, là. Des fois je bougeais les bras dans l'espoir que ça fasse bouger mes jambes. Puis on était tous comme ça et c'était à mourir. J'en ai croisé tellement des comme moi. Et j'en rigole plus maintenant que pendant. Mais non, à aucun moment je me suis dit que j'allais abandonner. C'est en fait, il y a un truc que je me dis quand je suis dans ce qu'on appelle la pain cave, quand je suis dans le mal, je me dis continue d'avancer pour sortir des enfers.
Voilà, j'ai marché longtemps pour en sortir. Comment dire C'était intense, mais j'en suis sortie parce que j'ai continué d'avancer et j'ai pas lâché. Je suis pas rentrée dans le foutu pour foutu. J'ai continué. À chaque ravito, je m'arrêtais. Hydratation, de l'eau, des électrolytes. Je me mouillais. Je prenais des gels. Je me suis alimentée et hydratée jusqu'au bout. J'étais pas en mode dernier aller-retour. Non, parce qu'en fait, on n'était pas. En fait, dans l'état dans lequel j'étais pas à l'abri de que mon corps il dise allez, stop, merci, au revoir en fait. Et c'est tout ce que je voulais pas. Moi, le but, quand j'ai vu, quand j'ai compris à la sortie vélo que ça allait être très long, je me suis pas dit foutu pour foutu, allez, voilà quoi. Mais non, en fait, je me suis battue, je suis rentrée dans mon âme et me dire ok, continue d'avancer. Et le fait de garder le sourire aussi tout le long, moi, évidemment, il y a des moments, j'ai craqué, j'ai pleuré. Au bout d'un moment, tu tires sur la corde, les émotions, elles peuvent être autant positives que négatives. Et aussi, ce qui m'a fait pleurer, c'est les gens. C'est les gens ce qu'ils me disent. T'es une guerrière, on est tout derrière toi. C'est des petits mots à droite à gauche. Et à un moment donné, j'ai eu un trop plein de gens et j'ai pleuré parce que pas parce que je sens que je les déçois, parce que les comptes, je les rends à moi-même, mais parce que pour l'amour que les gens donnent sur cette prom, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Nice, t'as des gens tout le long de la course à pied, à part arriver à l'aéroport, s'il vous plaît, la prochaine fois, allez à l'aéroport. C'est terrible. Cette zone de l'aéroport, c'est The Walking Dead. Le virage, tu le vois jamais, c'est l'enfer. Mais avant ça, sinon, l'énergie qu'il y a sur cette prom, c'est fabuleux. Et puis c'est grâce à ça aussi que toi, quand je te croise avec Sandra, je vous vois, je suis belle dans ma tréfonction, Je dis, à défaut d'être bon, faut qu'on soit beau. Donc c'est vrai que j'ai quand même relativement eu le sourire longtemps. Et puis après, oui, 2-3 craquages. Je suis quand même allée arriver... quand j'ai vu le panneau, là, finish line, rentrer dans la zone, je trottinais, mais j'avais envie de prendre mon temps, d'aspirer toute l'énergie des gens qu'ils avaient à me donner. Et puis je suis allée sonner cette cloche. J'ai pas juste sonné comme ça, j'ai failli l'arracher du truc. Et j'ai passé cette finish line. Et je crois que je suis même pas sûre d'avoir une photo de finish line parce que je suis arrivée et je me suis tournée vers les gens pour leur dire, mais genre merci, quoi. Et je suis hyper touchée. Et c'est ça aussi, tu vois, on pointe beaucoup les réseaux sociaux pour les côtés négatifs, parce qu'on aime bien ça, dire ce qui va pas. Mais il faut dire aussi ce qui est beau. Et c'est ça aussi. C'est la magie de la communauté. C'est pas forcément des gens qui me suivent, ils me connaissent par moi, par Mathieu. J'ai entendu des drôleries, des trucs très très drôles tout le long. Mais en fait, voilà, c'est aussi ça. C'est des gens qui te portent. Et pour finir cette première partie de cet épisode que tu réalises avec nous, j'ai une question vraiment pour conclure cet épisode que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu es fier de toi et que cet Ironman a changé aussi une partie de toi? J'ai encore pris des... J'imagine que je suis une carte Pokémon. Tu vois, t'as des... t'as des trucs, attaque, défense et tout. En mental, j'ai pris une étoile, là. Une étoile en plus. Et clairement, ce genre de choses, ça te rend forcément plus fort. Ça te tire pas vers le bas. C'est une aventure incroyable. Et puis, comme je vous dis, il faut le vivre une fois dans sa vie. Franchement, Alix, merci beaucoup. Ton histoire montre à quel point le triathlon, et particulièrement l'Ironman, c'est pas une histoire de performance uniquement, mais finalement de transformation personnelle. Merci à toi pour ce partage et je te dis à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Ciao. Et désormais, pour continuer cet épisode spécial Ironman de Nice, j'ai la chance d'accueillir une athlète qui incarne, elle aussi, sous une certaine forme, la transition, mais cette fois-ci entre les rangs amateurs et le monde professionnel. Sandra a remporté le 70.3 de Nice en amateur en 2024 et un an plus tard, elle monte sur le podium pour sa première course professionnelle ici à Nice. Pour commencer, Sandra, je trouve que pour être athlète de haut niveau, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais nous on voit sur les réseaux sociaux ou alors comme nous ce week-end avec Dans la tête d'un coureur,
sur la finish line, où on vit un moment rempli d'émotions. On va essayer d'aller chercher d'ailleurs avec toi dans cet épisode de comprendre cette émotion, mais tout ça, ça demande vraiment de la discipline, un engagement quotidien, surtout avec l'alimentation, le sommeil, la récupération. Pour moi, il y a une sacrée différence entre sportif amateur et sportif professionnel. Il vient d'où ce moteur chez toi, cette envie vraiment de compétition ? Il m'est venu depuis toute petite. Pour tout te dire, j'ai vraiment eu, je pense, toujours cet esprit de compétition. J'ai commencé le sport par le foot, je suivais toujours mon grand frère et j'ai toujours fait la compétition avec lui. Tu penses que c'est inné en toi ? Je sais pas si c'est inné, mais en tout cas, c'est du plus loin que je me souvienne, c'est vraiment venu tout de suite. J'avais tout de suite envie de faire les mêmes choses que lui, de le battre, que ce soit qu'on joue à la console, que ce soit sur les sports, n'importe quel sport, j'avais envie de le battre. Et je pense que j'ai toujours ressenti ça, ouais. Et cette sensation de compétition, c'est vrai que ça m'intéresse vraiment, cet aspect vraiment inné, de comprendre aussi vos comportements en tant qu'athlète professionnel, ce qui fait que voilà, vous évoluez vers ça, vous avez envie de gagner, et on essaiera de comprendre aussi les sensations que peuvent procurer une victoire. Peut-être que ça aussi sont faits, mais est-ce que tu es comme ça dans tous les domaines de la vie, à l'école, quand tu joues à une partie de cartes avec tes potes, au fameux Uno, genre t'es comment sur ce genre d'activité ? Ça dépend vraiment des activités. T'as parlé de l'école. Pour le coup, j'ai pas eu vraiment cet esprit de compétition. Alors que dans tous les sports que j'ai pratiqués, c'était vraiment, dès que je m'alignais sur une compétition, j'avais la hargne, j'avais envie de gagner, il fallait que je sois première. J'étais écœurée quand je perdais. J'ai des souvenirs quand j'étais petite, mes parents qui me disaient « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je sortais du vestiaire, donc je faisais toute petite du foot. Et j'étais en larmes quand je pleurais. J'étais peut-être la seule de l'équipe, mais vraiment, c'était une grosse défaite, une grosse déception. Et je détestais perdre. Alors que pour autant, à l'école, j'avais moins ce ressenti. C'est vraiment dans le sport. Et après, oui, les passe-temps, c'est vrai que les jeux du quotidien, j'ai un petit peu cette envie de gagner aussi. J'aime bien, mais j'ai plus de relâchement quand même que dans le sport. On voit que c'est quelque chose qui te guide, donc c'est pour ça que je voulais vraiment introduire ce podcast de cette manière. Tu as quand même subi une évolution que je vais décrire d'express. Après, chacun pourra y mettre le terme qu'il le souhaite. Nous, avec Dans la tête d'un coureur, on a eu l'opportunité de te découvrir aussi l'an dernier, parce que c'était plutôt Guillaume qui faisait la couverture de cet Ironman l'année dernière. Et tu avais gagné en tant qu'amatrice sur le format 73, donc on va essayer de revenir là-dessus. Mais avant tout ça, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais du triathlon ? Ça fait longtemps que tu pratiques ce sport ? Non, t'as raison, c'était un petit peu express, entre guillemets. Ça a commencé en école d'ingénieur, donc il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé le triathlon. Au début, j'ai commencé juste à courir, c'était pendant le confinement. Donc il y avait un petit peu que ça à faire, entre guillemets. Et j'avais fait un petit peu de natation. Enfin, j'avais commencé à nager pour préparer l'école de l'air en prépa. Je me suis dit, c'est quand même cool le vélo. Même, je me rappelle, on en discutait. C'est quand même cool le triathlon. C'est un truc qui semble impossible, infaisable, insurmontable au début comme effort. Donc cet aspect-là me plaisait et l'aspect défi m'a tout de suite attiré. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire du triathlon. Donc finalement, c'est quand même assez récent. Quand tu commences la pratique de ce sport, on en parlait dans la première partie de cet épisode avec Alix, qui nous disait que voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes, la logistique, la natation, tous ces aspects-là qu'elle a commencé un petit peu à se faire entourer. Toi, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, le podcast qu'on est en train de faire ensemble pour leur donner un maximum de valeur et de partage, c'était quoi un petit peu tes points bloquants quand tu as commencé ce sport ? Est-ce qu'il y en avait et qu'est-ce que tu as très vite aimé finalement ? Je pense que comme tout le monde, il y avait 1 milliard de points bloquants. Au début, on ne sait vraiment pas par où commencer. Il y a 3 sports. Et puis, il n'y a pas que les 3 sports. Il y a 1000 choses à savoir sur la nutrition, sur le sommeil, sur la récupération. Au début, tu es vraiment un peu perdu dans tout ce schéma. Donc, tu essayes de te documenter.
C'est vrai que moi, ça m'a bien aidé. Tout de suite, je me suis mise dans un club de triathlon, donc j'ai pu avoir un petit peu des renseignements, des gens qui pratiquaient. Donc ça m'a beaucoup aidé, ouais, déjà pour me lancer. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à m'entourer, à voir un peu le triathlon d'une façon plus sérieuse, à vouloir vraiment m'entraîner plus. Et là, je me suis dit, OK, il faut que tu prennes un coach. Tu as envie de t'entraîner un peu beaucoup, naturellement. Tu sais pas trop comment structurer. J'ai tout de suite vu un petit peu un risque de blessure de ce que j'entendais d'autres personnes, de mon caractère. Et je me suis dit, allez, ok, je prends un coach, je structure le truc. Si tu veux faire les choses bien, entoure-toi tout de suite par des bonnes personnes. On commençait par cet aspect compète, ce qui te définit, ce que tu dis presque dîner chez toi dans le domaine du sport depuis que tu es petite. Finalement, tu nous dis que c'est au fur et à mesure de ta pratique du triathlon que tu as voulu te faire entourer de différentes personnes pour essayer de professionnaliser ta pratique. Toi, quand tu commences dans le triathlon, comme tu me disais, donc en école d'ingénieur, tu avais ce petit rêve en toi, cette petite voix, parce qu'on va aller là-dessus, de devenir un jour sportif professionnel dans le sport du triathlon? Mais pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Quand je démarre le sport, le triathlon, c'est vraiment juste découvrir le sport, réaliser un défi, relever un défi, comme je t'ai dit. Après, depuis toute petite, j'avais quand même un gros attrait pour le sport, notamment en compétition. Et j'ai fait quand même, j'ai fait, comme j'avais dit, du foot. J'ai fait après rapidement du tennis. J'ai fait 7 ans de tennis en compétition. J'avais cette envie de pratiquer un sport, un peu importe lequel, je vais dire, à haut niveau. Et je veux dire intensément, pratiquer un sport au quotidien, ça me plaisait. Juste le fait de faire un sport tous les jours, c'est ça qui me plaisait. Plus que atteindre le haut niveau. Et juste, pendant mon enfance, je ne savais pas vraiment ce que ça représentait le haut niveau. J'ai jamais été entourée où il y a des gens, c'est leur père ou leur mère qui sont athlètes. Donc tout de suite, ils ont un petit peu le chemin, ils savent ce que ça représente, ou c'est dans leur famille, dans leur entourage. Moi, je connaissais en fait aucun athlète de haut niveau dans n'importe quel sport. Donc c'est hyper dur de se représenter le schéma quand c'est pas dans ton entourage et de comprendre ce que ça engendre, ce que ça implique et ce qu'il faut mettre en place surtout pour atteindre le haut niveau. Cette petite flamme, elle vient quand alors? Parce que du coup, toi, on comprend que tu n'as pas ça, que tu as l'esprit de compète, mais finalement, aujourd'hui, on est assis autour de cette table tous les deux. On va revenir dessus. Les auditeurs l'ont bien compris dans cette introduction. Tu as fait ta première course en tant que triathlète professionnel. On va voir tout ce qui se cache derrière. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es triathlète professionnel? Quelles sont les étapes un petit peu qui ont marqué, on va dire, ton chemin vers cette professionnalisation? Je vais dire la première étape, ça a été effectivement le coaching. Ok. Alors, mon tout premier coach, donc j'ai changé de coach il y a 2 ans, qui avait déjà accompagné justement le haut niveau, donc notamment la fédération chinoise de triathlon. Et cet aspect-là, qui connaissent le haut niveau, c'est vrai que tout de suite, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, c'est la personne la plus à même de m'accompagner à mes ambitions, à mes rêves, réaliser tout ce que j'ai en tête et voir si ça peut le faire, en fait, sans même aucune prétention au début. Je me suis dit, ça peut être une ligne conductrice là-dessus. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, en passant les étapes, en gagnant mon premier 73 l'année dernière à Nice, en gagnant mon deuxième 73 l'année dernière encore à Vichy, je me dis, ok, là, tu arrives avec de l'avance, tu gagnes les 2 73 d'affilée, ok, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un enjeu de passer pro? Est-ce qu'en continuant de progresser et à atteindre un niveau de plus en plus élevé chaque année, tu vas pas avoir le niveau de triathlète professionnel et ce sera pas légitime juste d'être professionnel. Et tu nous parles de ces victoires, Nice, Vichy, on reviendra juste après sur Aix aussi que tu as fait en début de saison. Dans ces victoires, on entend toujours le label Ironman. On était avec les équipes de Dans la tête d'un coureur en couverture ici sur ce label Ironman. Toi, quand est-ce que tu as appris à connaître ce label? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même réalisé pas mal de courses ici et tu as fait ta première course en pro sur ce fameux label? Alors au tout début, effectivement, quand j'ai commencé le triathlon, je faisais pas du tout de label parce que je faisais plus des formats courts. D'accord. Donc distance S et M.
Après, ça m'a tout de suite attiré de passer plus sur un format 70.3. Ça m'intéressait de découvrir ce format. Et j'ai commencé donc en 2023 par sur le label celui de Aix-en-Provence. Ok. J'avais eu donc une petite crevaison, j'avais pas pu finir ma course, mais j'avais vu quand même que j'avais un petit potentiel sur ce format-là, que ça me correspondait bien, surtout que je suis pas une nageuse de base. J'ai commencé la natation comme tous les autres sports il y a 4 ans. Donc c'est un sport qui prend un petit peu plus de temps pour progresser. Et finalement, je me suis dit, ok, ce label-là, ce format-là me correspond bien, je peux plus m'exprimer en vélo, en course à pied. Je vais continuer. Et juste après, en fin d'année, je réalise une 2e place à Vichy. Et là, je me dis, ok, il y a quelque chose quand même. Dès le premier, potentiellement 73 que je fais en complet, je finis 2e. Il y a un truc à aller chercher, ouais. Guillaume, il a l'habitude de recevoir souvent des trailers, des coureurs, et il a des profils qui sont des profils un petit peu comme toi, qui sont soit tout de suite amenés vers cette professionnalisation, soit au fur et à mesure, finalement, on se rend compte qu'ils font leur chemin et ils deviennent professionnels. Je pense que tous les podcasts qu'il a pu enregistrer, les auditeurs commencent à comprendre comment se structure la professionnalisation sur la partie trail, la partie course à pied. Mais personnellement, en tant que passionné de triathlon, même de mon côté, j'ai du mal à comprendre qu'il y a la différence entre le triathlète professionnel, entre Cassandre Beaugrand, qu'on va voir aux Jeux Olympiques, etc. Toi, finalement, quand cette petite lumière, elle est venue en toi de se dire « Ok, j'ai peut-être quelque chose à faire, devenir triathlète professionnel », comment on devient triathlète professionnel en triathlon ? Est-ce que c'est comme dans le foot, centre de formation et c'est parti ? Ça se passe comment finalement ? C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de guide de conduite, comme Ok. c'est beaucoup moins structuré forcément que le football, comme tu prends par exemple. Là, comment ça se passe concrètement sur le format, je vais dire, half ou vraiment longue distance, l'Ironman, c'est tout simplement, il faut valider des critères. Ok. Donc, il faut valider des critères de temps sur soit un label Ironman, mais ça peut être d'autres labels comme n'importe quoi, challenge ou d'autres courses. Et il faut, une fois que c'est validé les critères par rapport au temps professionnel et une place, on va pouvoir demander une licence professionnelle à la fédération. Donc c'est la Fédération française de triathlon qui délivre une attestation. Exactement. Ok. Ouais. Ils délivrent une attestation et une fois qu'on a cette attestation, on peut l'envoyer sur les différents labels pour accéder justement aux courses en professionnel. Ok, et une fois que tu as choisi de pratiquer en professionnel, finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve tous les deux assis? Hier, tu as fait l'Ironman de Nice et tu n'étais pas sur une autre course justement ouverte aussi aux triathlètes pro. Finalement, c'est-à-dire, tu t'entends quoi par exactement le choix de, tu veux dire le choix de Nice ou d'une autre course? Non, est-ce qu'on peut être dans le triathlon, est-ce qu'on peut être professionnel que quand on pratique sur Ironman? Comment ça se passe cette licence une fois que la fédération te l'a délivrée? Tout simplement, il faut contacter Ironman ou les labels pour participer. Et donc là, après, il faut financer soit une licence à l'année, soit une licence uniquement par course pour participer en professionnel à la course. Donc on comprend bien que l'année dernière, c'est ton premier 73 que tu viens gagner ici à Nice, en amatrice. Tu es revenu sur tes terres à Nice pour ta première course en professionnel. Il y a quelques semaines, c'est vrai que c'est quand même assez récent, à Aix-en-Provence, tu as validé ces fameux critères. La transition se fait assez rapidement. Comment tu es accompagné aujourd'hui dans cette transition? Est-ce que finalement, Sandra Yon, triathlète amatrice, et Sandra Yon, triathlète professionnelle, il y a d'énormes changements qui sont arrivés depuis ce nouveau statut? C'est marrant que tu me poses la question parce que c'est une question qu'on m'a posée hier d'ailleurs. Ok. C'est assez drôle parce que finalement, j'ai eu, en termes de structuration uniquement, j'ai eu pas tant de changements que ça parce que j'avais déjà structuré quelque chose, mon staff, etc., déjà quand j'étais amatrice. Ok. En fait, ma vision, c'était que pour atteindre le haut niveau, passer professionnel, j'avais besoin déjà de m'entourer des bonnes personnes, comme je t'ai dit. J'ai tout de suite structuré un coach et un staff. Et donc, j'avais déjà cette structuration-là à proprement parler. Ouais. Ouais, donc
c'est que le statut qui va être amené à changer. Et ce changement de statut, on le sait, et Guillaume aussi en parle beaucoup sur différents épisodes. On a reçu Alix Noblat qui a ce côté aussi influenceuse, qui a vraiment une dynamique réseaux sociaux. Il y a différents, on va dire, versants qui vont venir quand on devient triathlète professionnel. Cette exposition, le podcast que tu fais avec nous, comme tu dis, hier, tu as eu des interviews. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment t'impacte, qui te met une pression supplémentaire vraiment en tant que sportif professionnel? Franchement, ça aurait pu, c'est vrai. C'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup plus de sollicitations et c'est hyper positif. D'ailleurs, bravo à Ironman et aux autres labels pour tout ce qui est médiatisation des pros, parce que c'est grâce à tout ça que justement c'est possible de vivre de son sport et d'être triathlète professionnel. Parce que voilà, forcément, avec de la médiatisation, on fait voir un sport, on donne de la visibilité, on attire des partenaires. Et finalement, oui, il y a ces changements, mais j'étais vachement structurée et aidée là-dessus. Et mentalement, je suis restée vraiment assez focus et j'ai pas forcément eu cette sensation, un stress supplémentaire. J'ai abordé ma course de la même façon que d'habitude, avec seulement forcément les différents changements qui s'offraient à moi, une mass start, un départ avec des filles tout ensemble. Donc c'était tout nouveau aussi pour moi ça, mais j'ai pas eu forcément de stress en plus. Ouais. Et ça fait très bien la transition et ça fait partie des sports du triathlon aussi, la transition 1 et la transition 2. Mais avant de passer à cette fameuse course de Nice qui a eu lieu il y a quelques heures, que j'ai envie que tu nous partages, que tu partages aux auditeurs, j'aimerais bien comprendre un petit peu physiquement, d'un point de vue entraînement. Tu as parlé à 2 reprises de ton entraîneur. Ça représente quoi aujourd'hui une semaine avec Sandra Huon en termes d'entraînement? C'est 3 natations, c'est 2 vélos, c'est quoi un petit peu les volumes pour que tu puisses donner quelques aspects aux auditeurs qui nous écoutent? Ouais, d'un point de vue data, je vais dire qu'en moyenne, je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine. Okay. C'est quelque chose qu'on a fait évoluer progressivement avec mon coach. On a essayé vraiment de ne pas forcément jouer la carte du gros volume tout de suite. On veut vraiment y aller progressivement. Comme je te l'ai dit, je suis encore très jeune dans le sport et le but, c'est de ne pas se cramer, c'est de faire quelque chose sur le long terme. J'ai déjà 26 ans, mais en soi, j'ai aussi que 26 ans. Donc, une carrière sur le longue distance, ça peut durer plusieurs années, surtout quand on commence tard et qu'on n'a pour l'instant pas eu de blessure. Je touche du bois. Donc, franchement, c'est quelque chose qu'on a structuré comme ça. Et aujourd'hui, pour donner un petit peu de data, je nage 5 fois par semaine. Okay. Je vais courir à environ 4 fois par semaine et rouler pareil 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Mais on vit de quoi quand ça paraît impressionnant, 20-25 heures, autant d'entraînement. Tu viens juste de passer sur ce statut professionnel. Tu nous dis que tu avais déjà un petit peu ton staff qui était structuré, c'était ta vision du sport. On vit de quoi réellement quand on est sportif professionnel? Est-ce qu'il y a un salaire qui tombe de la fédération dans le triathlon? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une activité à côté? Alors, tu as forcément une différence entre le triathlon court distance et le longue distance. Sur le triathlon longue distance, c'est totalement différent du court parce que c'est vraiment à nous de nous structurer, de nous entourer et justement d'exploiter la médiatisation faite par les labels pour avoir des opportunités de partenariat. Et c'est vrai que c'est un enjeu de communiquer, d'avoir une visibilité en tant qu'athlète. Il y a un enjeu là-dessus qui est très, très dur parce qu'on doit s'entraîner, on doit gérer sa carrière, on doit être performant, on nous demande d'être performant et il faut en même temps être communicant, qui est un vrai métier à part et qui prend beaucoup de temps, qui sollicite beaucoup nerveusement et donc pourtant c'est le nerf de la guerre pour avoir des partenaires et raconter des belles histoires. Ouais. On va revenir sur cette course à Nice, cette première course en pro. On voit bien qu'il y a différents éléments qui viennent, on va dire, changer ton statut de sportif à sportif professionnel. Il faisait très chaud hier, très très chaud. La mer Méditerranée aussi, de son côté, était très très chaude. Sachant que, je le rappelle, pour les auditeurs qui nous écoutent,
La combinaison en néoprène va nous aider à avoir une certaine flottaison. Elle est autorisée jusqu'à 24,5 pour les amateurs, mais pour les professionnels, c'est 22 degrés. Donc toi, je pense que dans ta tête, c'était déjà un petit peu fermé. Il n'y aura pas de combi. L'eau était annoncée à 25,5, voire même 26. Tu nous le disais, tu as commencé la natation il n'y a que 4 ans. C'est ta première course en tant que professionnel. Combinaison interdite, alors que vu ton profil, c'est quelque chose qui t'aide. Comment, le matin de la course, tu vis ce moment-là? Comment tu abordes ta course? Est-ce que tu peux nous emmener sur ces fameux galets là, des plages si mythiques de Nice, juste avant ce départ et ces premiers mètres en natation? Mais réellement, je pense qu'il ne faut pas que je t'emmène au niveau des galets, parce que le travail il était déjà fait. Okay. Moi, le travail, il a commencé bien avant, parce que du coup, forcément, on regarde les prévisions, on commence un peu à regarder, ok, il y aura combi, pas combi, surtout pour une nageuse comme moi, de mon niveau. Et donc forcément, comme tu as dit, les températures, c'était sûr, j'étais morte, j'avais pas la combi. Donc au début, tu étais là, bon, ok, comment ça va se passer, à quelle sauce je vais me faire manger? Surtout qu'il y avait une très bonne nageuse, Jessica Lermans, qui est connue pour être une très très bonne nageuse et qui était là, donc qui était annoncée. Donc forcément, on se dit, ok, comment ça va se structurer? Moi, c'était ma première course en pro. Déjà, c'est tout nouveau, tout ça. Donc, il y avait plein de questionnements. Et avant la course, forcément, j'ai dû bosser. Je me dire, ok, qu'est-ce que c'est les points positifs, les avantages de ça, justement, de ne pas avoir cette combi. Ok, je vais mettre un petit peu plus de temps, mais en fait, ça m'a donné une force parce que je me dis, ok, t'as pas la combi, tu sais que tu vas prendre un peu plus de temps potentiellement par les autres filles devant, mais derrière, j'ai la hargne x3 pour mettre des watts à vélo et aller chercher la remontada à pied, donc ça me donne toujours de la force. C'est des fois même plus difficile, je pense, pour des très bonnes nageuses qui sont moins fortes à vélo, de se faire tout le temps rattraper. Et elles finissent la course, elles commencent à T2, elles sont déjà esquintées parce qu'elles se disent punaise, j'ai fait que de me faire doubler, elles ont pris cher mentalement en fait. Et moi je fais que doubler, bon bah j'arrive à T2, je suis encore plus en confiance. J'ai fait que de doubler, que de remonter. T'arrives avec la jauge de confiance à 3000%. Et c'est vraiment ce sur quoi je me suis concentrée avant la course. Donc j'arrive sur les galets, je me dis ok, c'est bon, t'as déjà fait le boulot, t'es prête et on va voir ce qui se passe à la natation. Et j'avais fait 3 scénarios de course pour la natation. Un scénario dégueulasse, je sors dernière de la natation, je prends cher, vraiment. Et qu'est-ce que je me dis à T1 ? Un scénario, ça se passe pas trop mal, je nage à mon niveau, je sors en groupe, j'ai réussi à tenir les pieds, ce qui s'est passé. Et un super scénario, mais et tu finalement... te dis quoi sur le scénario? Parce qu'avant, tu nous dis scénario 1, je me dis ça, et scénario 2, tu te dis quoi du coup? Scénario 2, je me dis ok, du coup neutre. Ok. Scénario 2, neutre. C'est ce que tu voulais. T1, non, neutre, je me dis ok, j'ai tenu les pieds. Après, ça dépendait en fait aussi de combien il y allait avoir de personnes devant à rattraper. Okay. Donc ça, tu vois, je pouvais pas trop prévoir. Et scénario 3 du coup? Et scénario 3, super natation. Bon, je t'avoue, en fait, il y avait pas de scénario 3. Ok. Il n'existait pas celui-là. Tu avais juste été chercher un petit peu ce scénario 1 en te disant je vais aller me remobiliser. Donc on comprend bien ce scénario 2, tu sors à 6 minutes et quelques de la tête, je me rappelle plus exactement pour être honnête des différents timings. Ok, donc 6 minutes. On avait, avec les équipes dans la tête d'un coureur, on avait quand même étudié avant les différents profils. On avait dit qu'il fallait aussi te surveiller avec d'autres Françaises, comme par exemple Anne-Sophie Pierre aussi, qui est une très bonne rouleuse sur le circuit. On s'était dit que, voilà, avec Damien Leménager, on allait essayer de garder un œil sur ces deux qui avaient gagné le 73 l'année dernière en amateur. Et finalement, au fur et à mesure du vélo, on voit une certaine remontée dans le classement de ta part, et d'ailleurs aussi de la part d'Anne-Sophie. Comment tu l'abordes, ce vélo? Est-ce que c'est pour toi quelque chose que tu apprécies? Est-ce que tu avais un plan aussi en course? Ouais, c'est une partie que j'apprécie beaucoup. Je me considère pas comme la meilleure rouleuse. Je sais qu'il y a aujourd'hui des filles vraiment fortes sur le circuit. Je sais quand
j'ai encore un petit gap à passer là-dessus aussi. Comment j'ai abordé la course? Ouais, avec pas mal de confiance. Après, j'avais pas mal bossé ma stratégie de pacing. J'avais pas mal analysé justement mes watts, les watts que je devais mettre. Mais tout en restant très lucide sur le fait qu'il allait faire très chaud. Et j'avais énormément surtout bossé ma stratégie d'hydratation et de nutrition pour vraiment essayer de me dire, ok, reconcentre-toi. Des fois, en fait, il fait tellement chaud que les watts, faut les lâcher. Et tu peux pas trop savoir à quelle sauce tu vas te faire manger. Donc vraiment, à un moment, retourner sensation, écoute de son corps et feeling. Parce que à un moment, les datas, elles t'annoncent forcément pas les bons trucs quand il fait super chaud. Donc à un moment, faut pas se détruire le cerveau. On fait ce qu'on peut et t'écoutes tes sensations. Et ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Dans tes scénarios, tu arrives à la transition numéro 2. De notre côté, on essaye de regarder un petit peu comment chaque athlète évolue. On voit justement cette position dans le classement. On s'y attendait pas, nous, en tant que médias. On essayait d'analyser tout ça. Pareil, Damien, qu'on avait annoncé, était premier français à la transition numéro 2. Est-ce que toi, tu avais anticipé un petit peu cette notion de rentrer dans le top 5 à cette transition? Et quand tu arrives à cette fameuse transition, il se passe quoi mentalement et dans ton corps aussi? On avait Alix tout à l'heure qui nous disait à T2, bien sûr, sur le full Ironman, qui est une distance totalement différente, où son corps était éteint. Toi, finalement, c'est quoi cette petite sensation à T2 que tu pourrais nous partager? J'avais essayé de visualiser justement. J'avais fait quand même un temps correct l'année dernière. Je crois que j'avais mis 4h47. Et en regardant les années précédentes des temps pro, je m'étais dit, ah ouais, quand même, 4h47, ça commence à être déjà un gros temps, même chez les pros, alors que j'avais couru en amatrice. Et donc je m'étais dit, en améliorant mon temps, potentiellement, ouais, c'est possible de faire déjà un top 5 à l'arrivée. Ok. Et là, moi, on m'annonce, ok, je crois que j'arrive à T2 en 4e position, si je ne me trompe pas. Et donc, ouais, j'étais vraiment super, super positive. Je crois que je sors de la NAT 9e, enfin, j'arrive dans les Pugées, donc les premières bosses du vélo, de la partie vélo, 9e. Là, j'arrive à T2, 4e. Je me dis, ok, en plus, je sais que la partie course à pied, il y avait peu de filles qui allaient courir vraiment plus vite que moi si j'arrivais à gérer ma course à pied correctement. Donc j'étais en mode, ok, relax, prends ton pace. Vraiment, j'étais en mode, faut pas s'affoler parce qu'il va faire très chaud. Hydratation, pareil, ce que je te disais, concentration là-dessus. Et vraiment cool sur le début, essayer de vraiment contrôler, être en contrôle. Et je pense que ça va revenir, ça va remonter naturellement. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai repris 3e. 2e position, il me restait encore, il me semble, 10 km à faire. Okay. Et là, il me restait 1 minute 50, il me semble, sur Jessica pour remonter la première place. J'étais encore en espoir de remonter Jessica parce que je lui reprenais du temps à pied. Et je crois qu'elle s'est refait une santé là sur le retour. Donc là, je ne l'ai plus revue et c'était ciao. Ouais, mais finalement, c'est quand même cette 2e place qui t'attend. On te voit fondre en larmes à l'arrivée. On en a parlé au début de cet aspect compétition. J'ai envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Tu parles aussi de ce label Ironman, l'ambiance qui est présente à cette ligne d'arrivée, toutes les émotions qui peuvent se passer. Comment tu décrirais ce moment-là, toi, de ton côté, que ce soit à l'intérieur de tes pensées, de ton corps, etc. C'est incroyable, c'est un moment incroyable. Y a toute ma famille qui est là, toi t'es là. C'est inoubliable. En fait, c'est indescriptible parce que t'arrives et tu ressens plein de frissons. Alors, il faisait chaud, donc j'avais déjà limite des frissons déjà quand je courais. Et là, en fait, j'arrive et faut bien se rendre compte. En plus, c'est la partie folle de l'Iron, sur l'Iron de Nice, c'est que t'as toute une longueur de l'arrivée avec des gens, mais sur toute la promenade. Et qui crie ton nom, qui encourage à fond. En plus, là, j'arrivais annoncée en tant que première française à Nice. C'est un truc de fou. Les gens, ils hurlaient et ça te fait monter l'adrénaline. Donc vraiment, un moment fou. Et forcément, quand j'arrive, je lâche tout, j'implose, je pleure parce que c'est trop beau. C'est trop beau de s'imaginer quelque chose et de le faire. Quand ça arrive, tu l'as imaginé, t'en
t'en as limite rêvé, et là tu te dis ok, putain, je l'ai fait, ça y est, c'est vrai. Et même si sur le moment bizarrement tu le réalises pas, même si tu l'as visualisé, et c'est indescriptible. Tu parles de Nice, de cette promenade, de ces gens qui bien sûr encouragent les Françaises. On sent vraiment l'état d'esprit patriote, et on l'avait vu aussi avec Sam Laidlaw l'année où il gagne les championnats du monde. Il le dit à un moment donné, il dit mais ça me crie tellement dans les oreilles que ça me fait limite mal. Aujourd'hui, le monde du triathlon a quand même posé ses valises en France avec les championnats du monde longue distance Ironman du côté de Nice. Mais dans les prochaines années, on a eu l'annonce très récemment qu'en 2026 et 2028, les championnats du monde 70.3 seraient présents à Nice, dans cette ambiance que tu décris. Qu'est-ce que tu projettes déjà sur ces mondiaux ? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas construire ta carrière pour venir faire justement ces championnats du monde à Nice, ou pas du tout ? Ouais, clairement, c'est totalement mon ambition et aligné avec ce que j'ai envie de faire par la suite. Les mondiaux, forcément, c'est là où j'ai envie d'être, parce qu'il y a le meilleur niveau mondial. Moi, je suis venue dans le triathlon et c'est tout récent. Oui, j'ai fait que ma première course pro, mais j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens et de me confronter au meilleur niveau et voir en fait où je peux aller. Je ne sais pas encore et j'ai hâte de le découvrir d'ailleurs, parce que ce qui est génial, c'est que j'ai pris du coup un peu un peu comme ça ma licence il y a un mois, et en fait là je valide déjà ma qualification pour les championnats du monde à Marbella. Okay. Donc, qui auront lieu début novembre, cette fin d'année. Donc c'est incroyable. Déjà, je vais pouvoir... c'est un peu anticipé, et c'est génial parce que je vais pouvoir déjà me confronter au niveau mondial et voir ce que je vaux. Et après, moi, je suis hyper lucide sur mes capacités en descente, à vélo. Je sais que Nice, c'est un parcours justement qui me correspond énormément. Okay. Et je sais que s'il y a une carte à jouer à court terme, le meilleur parcours, ce sera à Nice pour moi. Sandra, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie et ton humilité, et ce que tu représentes pour le futur du triathlon. Et qui sait, peut-être rendez-vous à Nice en 2026 ou en 2028 avec potentiellement une belle performance française sur les championnats du monde Ironman du côté de Nice sur le format 73. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Personnellement, je tiens vraiment à remercier les équipes de Sunday Night Media et Ironman pour leur confiance tout au long de ce week-end, mais aussi de cet épisode. Et je compte sur vous pour me dire si cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!